Florian Bardou, journaliste à Libération. C'est moi qui vais animer cette petite heure et demie autour du thème suivant, passé, présent, futur, vivre avec le VIH. Alors, vivre avec le VIH, cette phrase, aussi simplement constituée de 4 mots, porte en son sein plus de 40 ans de lutte pour passer d'une réalité à une autre. Dans les années 80, l'annonce du diagnostic était synonyme de condamnation à mort, puis les traitements curatifs qui empêchent de transmettre le virus, on le sait, depuis les années 2000, sont arrivés, améliorant les conditions de vie des personnes vivant avec le VIH, avant d'être suivis par les traitements préventifs. Si aujourd'hui la peur du virus est nettement estompée, malgré la progression de l'épidémie en France ces 3 dernières années, les idées reçues sont elles aussi très tenaces. Selon une enquête de Aide qui est sortie récemment, plus des 3/4 des Françaises et Français pensent par exemple qu'il est possible d'être infecté en ayant un rapport sexuel non protégé avec une personne séropositive sous traitement. Autre exemple d'attitude sérophobe, conséquence de la mauvaise information ou de l'absence d'information également. Moins de la moitié des interrogés continueraient à voir une personne avec laquelle ils ou elles ont des relations sexuelles s'ils apprenaient qu'elle était séropositive. Alors comment, dans ce contexte, vivre et vouloir bien vivre, et comment les préjugés tenaces chamboulent encore la vie des premiers concernés. Bref, comment vit-on avec le VIH et comment se projette-t-on aujourd'hui en 2024 vers l'avenir. Donc à mes côtés, à ma droite, c'est toujours compliqué, Yacine Chekou, 33 ans, mannequin, coach sportif, acteur, créateur de contenu. Puis ensuite, à ma gauche, Anne Boufergen, 50 ans, entrepreneur, ancienne coprésidente du fonds de dotation contre le sida, Link. Et ensuite, à ma gauche, Lucky Love, 29 ans, 31 ans, je ne sais plus, je n'ai plus la date exacte. Problème de gauche-droite ce matin. Comédien, chanteur, dont le premier disque I Don't Care If It Burns vient de sortir. Et puis enfin, Joseph Situ, à ma gauche, on y arrive, responsable du pôle prévention et accès au dépistage communautaire chez elle. Alors pour commencer, je vais vous poser cette question à tous et toutes autour de cette table. C'est quoi votre réalité intime, personnelle du VIH en 2024? Autrement dit, c'est quoi aujourd'hui vivre avec le VIH au quotidien, dans la prise en charge, etc. Qui veut y aller? Anne? C'est, voilà, Anne, 38 ans de VIH, donc voilà, un témoin de presque les 40 ans de l'épidémie. Mais la question n'est pas celle-ci, mais c'est bien de situer, de aussi pouvoir parler de notre VIH et de notre... voilà, de pouvoir mettre des mots sur, oui, j'ai le VIH depuis 38 ans. Alors, le quotidien, c'est déjà de prendre des traitements, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de monde sensible au VIH peut penser que vivre avec le VIH n'est pas un problème. Alors, ça n'est plus un très gros problème, on peut le reconnaître. En revanche, c'est prendre des traitements tous les jours, ou en tous les cas une grande partie de son temps, qu'on supporte plutôt bien, mais ça n'est pas neutre de prendre un traitement, y compris mentalement. C'est pas neutre de prendre un traitement à vie. Quand on vient, en tout cas pour ma part, de presque 40 ans de VIH, bien sûr, c'est quelque chose d'extrêmement léger par rapport à ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que moi, je suis très contente de prendre mes traitements. J'ai été horrifiée de ne pas avoir de traitement pendant 15 ans et d'avoir la perspective de mourir. Donc aujourd'hui, prendre un traitement, c'est pas un problème. Mais ça n'est pas neutre dans une vie. Ensuite, le quotidien, à part la vie maintenant, c'est-à-dire qu'on a remplacé la mort par la vie d'un point de vue médical. Tout le reste est malheureusement assez inchangé. Donc la stigmatisation et le silence finalement qu'on fait, alors pas toujours puisque ceux qui sont là s'expriment, mais sont toujours les mêmes. Moi je vis les mêmes choses, c'est-à-dire que j'en viens, et on en a discuté Florian quand on préparait cette intervention,
j'en viens à me dire que je vais arrêter de dire que je suis séropositive à nouveau. Je dis à nouveau parce que je suis venue de 22 ans de silence, parce que c'était une façon de pouvoir vivre, se taire. Donc ça, le silence, ça a été 22 ans pour moi, mais complet. C'est-à-dire personne au courant autour de moi, sinon mon compagnon. Puis ensuite, j'ai parlé. J'ai trouvé que c'était bien de parler, parce que je me suis faite militante, parce que j'avais survécu, et que c'était formidable. Enfin, je caricature, bien sûr. Et que c'était un rôle que j'avais, en tout cas qui me faisait du bien à moi. Donc j'ai parlé. Et aujourd'hui, je me dis qu'il ne faut pas que je parle. Parce que quand je parle, ce que je vis, pas ici, bien sûr, mais ce que je vis dans ma vie quotidienne est extrêmement mauvais. Je vis du rejet. Je vis du rejet dans mes relations intimes et je vis du rejet, par exemple, du corps médical. Mais je le vis vraiment. Et j'ai l'impression que je ne réponds pas à tous les coches, on va dire, de ce qu'on peut dire. Ah oui, il y a des gens, ils ne connaissent pas bien, ils ont peur de vous parce que vous n'êtes pas tout à fait comme tout le monde, n'importe quoi. Alors on va dire que je présente, voilà, je suis une femme hétéro qui va chez le médecin et quand elle dit qu'elle a le VIH, ça pose un problème. Je suis une femme hétéro qui, quand elle dit à quelqu'un dans une relation qui devient intime, j'ai le VIH, ça pose un problème. Mais ça pose vraiment un problème. Je suis en colère. Yacine ou Luc, votre réalité du VIH aujourd'hui? Moi, je suis en train en ce moment d'apprendre une nouvelle réalité du VIH. Bonjour, pardon. Je l'apprends parce que j'ai décidé justement d'en parler et j'en parle à tout le monde puisqu'en ce moment je suis très exposé. Ça a été très compliqué parce que j'ai voulu en parler pour justement... moi j'aime l'idée de banaliser les choses pour qu'elles rentrent juste simplement dans l'esprit des gens comme quelque chose de presque acquis. J'estime qu'en 2024, ça devrait l'être. Ça l'est toujours pas. J'ai dû faire face, moi, du coup, à la presse. Et c'est très étrange parce que malgré qu'on veuille justement en parler, finalement on choisit que ce qui fera gros titre, ce qui fera pleurer, ce qui fera vendre le magazine, quoi. Et je dois avouer que ça c'est une difficulté à laquelle je m'attendais pas. Parce que je pensais qu'au moins j'aurais la presse avec moi, qu'ils aideraient, quoi, tu vois. Ils en ont l'occasion, donc pourquoi pas. Mais non. C'était le problème, moi, que j'ai eu avec le VIH quand j'ai su que j'étais séropo. J'avais 19 ans, ça fait 11 ans. Et moi, ce dont je manque, c'est de représentation culturelle. Je dis souvent ça quand je parle en interview, j'explique souvent que quand on veut voir un film qui parle d'amour, on a 14 millions de versions de l'amour qui nous sont proposées. Quand on veut voir un film qui nous parle de VIH, eh bien c'est toujours la même chose, c'est les années 90, les hommes homosexuels, les caposis, la mort, bref, ce qui fait chialer, qui choque. Et le truc c'est que ça nous aide pas. Voilà, moi ce qui me fait le plus de mal, c'est le manque de représentation du VIH aujourd'hui, parce qu'en effet c'est plus le même problème, c'en est toujours un. Moi le VIH il n'a jamais été un problème pour ma santé, parce que j'ai été diagnostiqué très tôt, et pour moi le VIH il représente réellement, littéralement qu'une pilule par jour. J'ai très peu d'effets secondaires, je me tape un Zona de temps en temps, voilà. Mais sinon en général je le ressens pas dans ma vie, il n'existe pas réellement, il n'existe que socialement. Et il est un problème social pour moi, notamment parce qu'en plus de ça je suis né sans bras gauche, donc je les cumule. Faut bien dire ce qu'il y a. Le rejet, moi je connais ça, c'est pas tant le rejet qui me dérange, c'est plus le simple fait de continuer ça comme une tradition. Et puis la culpabilité face au VIH. Je dis souvent ça aussi à mes amis, mais quelqu'un qui fume 40 clopes par jour, s'il a un cancer du poumon, on va le plaindre. Nous, c'est de notre faute. Et encore aujourd'hui. Alors, voilà ce que j'ai à dire de ma réalité du VIH. Yacine. Bonjour. C'est impossible de passer après vous deux, là, parce que je vais pouvoir dire maintenant. Oui, c'est vrai que la honte et la culpabilité, au final, ça reste les deux plus grosses caractéristiques des personnes qui vivent avec le VIH. Au niveau médical, on se sent tous en bonne santé quand on a accès au traitement, mais il y a toujours cet aspect, cette honte sociale en fait, qui accompagne le VIH, l'avalanche de questions qu'on a quand
quand on l'annonce, comment est-ce que je vais pouvoir le dire? Est-ce que les gens vont changer de regard sur moi? Est-ce qu'on va finir par me voir comme une victime? Et en fait, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est simplement d'humaniser les personnes vivant avec le VIH et de ne pas les définir par leur statut, parce qu'on est bien plus que ça. Et oui, comme tu disais, finalement, c'est les traitements, quoi. C'est comment le dire, en fait, comment faire en sorte qu'on est bien perçu. Il y a toujours ce truc de ouais, c'est de sa faute, il a cherché, s'il est comme ça. Quand on va chez le médecin, on est censé quand même être dans une sorte de bulle safe, parce qu'on se met dans une position de vulnérabilité. Au final, si on ne donne pas notre statut immédiatement, on peut nous le reprocher, on peut tout de suite se mettre en colère, ou on peut sentir une distance et du coup, j'ai oublié c'est quoi la question. Comment on vit? On le vit... moi je le vis bien, mais après j'ai vraiment eu un avant et un après l'annonce. C'est-à-dire qu'avant de le dire, j'avais vraiment ce poids sur mes épaules, ce secret qui accompagnait vraiment le VIH. Et je pense que c'est aussi une caractéristique de ce virus, c'est que, ouais, comme tu le disais, quand on a un cancer, quand on a le diabète, on va en parler, on va tout de suite ressentir de l'empathie autour de nous. Par contre, quand on a le VIH, le premier truc qu'on va se dire, c'est comment est-ce que je vais pouvoir tout mettre en œuvre pour le cacher le plus possible. Je connais des gens qui vont à l'autre bout de Paris pour récupérer leur traitement, pour être sûr de croiser personne en sortant de la pharmacie. Moi, je me rappelle, j'habitais chez mes parents quand je venais d'avoir la nouvelle. Et il y avait ce truc de... J'avais mon traitement dans mon sac et je marchais pas trop vite parce que je savais que si je marchais trop vite, on allait entendre les pilules. Enfin, c'est vraiment des pensées complètement folles qu'on n'a pas du tout quand on a d'autres virus ou d'autres maladies, quoi. Voilà. Alors, moi je l'ai su parce que j'ai fait une démarche personnelle il y a 29 ans. Et c'était tardif, c'était peut-être aussi voulu parce que je ne voulais pas savoir. Je voyais trop de personnes mourir autour de moi, j'étais dans une situation administrative un peu compliquée, j'étais député droit d'asile, donc sans papier. Et la plupart des amis qui mouraient aussi, à l'époque à Marseille, dans un hôpital qui était plutôt réservé à ce public-là, mais qu'on a fermé au feu de Poigny. Voilà, donc je ne voulais pas savoir. Et puis à un moment donné, c'est un ami qui était vraiment dans la rue. Et là, je me dis, il faut que je cherche du soutien. C'est à ce moment-là où je décide aussi donc, de savoir. Et c'était très tardif d'ailleurs. Donc quelques mois après, il fallait que je commence le traitement. Et très vite sont arrivés les ARV de l'époque. C'était 12 cachets. Il fallait respecter 2 heures de prise. Et très vite... les effets secondaires qui apparaissent, le changement morphologique, ça devient compliqué, le rapport difficile avec la glace, donc on se mésestime. Et en même temps, comme j'étais engagé déjà à aide à ce moment-là, donc j'ai trouvé finalement un collectif, un groupe de personnes avec qui on vivait les mêmes choses, on témoignait de notre vécu de la maladie, donc voilà, ça a renforcé quelque part et ça a aidé à avancer. Et avec le temps, ça commençait un peu à s'atténuer avec le nombre de cachets qui était réduit. Mais avec l'âge, je suis retourné par le biais de corps mobilité à reprendre encore un nombre de cachets assez important. Et en même temps, dans le vécu de tous les jours, je pense que aussi l'engagement m'a aidé à un moment donné de décider avec d'autres collègues de sortir de l'hôpital. Donc d'être suivi en ville et donc de confronter effectivement tous les soignants, les cardios, voilà, j'oublie le terme qui me suit pour mon diabète, de voir aussi le médecin et de prendre mes médicaments à la pharmacie, d'en parler aux infirmières, si je suis malade à la maison, d'en faire des prises de sang à domicile. Voilà, donc ça m'a aidé vraiment à cette la disponibilité, de la capacité de le dire à chaque fois, des soignants, des services sociaux. Voilà, donc du coup ça m'a libéré, donc je vis un peu comme monsieur tout le monde, mais en même temps avec aussi des histoires personnelles des parents qui sont morts en même période en Afrique par le manque simplement du traitement. Donc il y a toujours une charge psychique un peu qu'on traîne, et voilà, j'essaie donc d'avancer, de me projeter. Avoir 60 ans, voilà, c'est un âge que je n'espérais même pas atteindre. Donc du coup je me dis, ah wow, ça va quoi, je ne vais pas me plaindre. Donc je peux avancer. Alors, tous
les quatre, vous avez découvert votre séropositivité à des époques ou dans des décennies assez différentes, enfin les années 80, 90, 95, plus récemment dans les années 2010 ou fin des années 2000. Pourtant, le vécu du diagnostic, j'ai l'impression dans les expériences, il reste le même encore. Alors comment on le vit justement ce diagnostic, même à une époque aujourd'hui pour vous où les traitements sont là, où on parle plutôt de maladie ou d'infection chronique. Comment on vit ça et pourquoi ce vécu finalement du diagnostic n'a pas tant changé que ça? Alors, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui d'être diagnostiqué, mais en fait, je suis sûre de pourquoi c'est aussi dur. On vient de l'entendre, en fait. Quand on est diagnostiqué, on prend perpète, toujours aujourd'hui. En fait, bon, bien sûr, on est là pour que ça change. Donc, voilà, comme je vous ai dit, je suis arrivée en colère, mais parce que je le suis de ce point de vue, du point de vue militant, hein, bien entendu. C'est une colère constructive. Mais le résidu de l'épidémie, le lit de l'épidémie, pourquoi il y a encore des personnes qui ont le VIH aujourd'hui et qui sont contaminées? Mais c'est parce qu'on prend perpète on prend perpète socialement lorsqu'on est diagnostiqué. Vous avez dit, c'est des années 90, mais c'est pareil aujourd'hui, je ne voulais pas savoir. Ben oui, qui a envie de savoir qui a envie de savoir, sinon bon, notre propre responsabilité, d'avoir envie d'être en bonne santé, d'être traité, mais on n'a pas vraiment envie d'avoir cette condamnation, parce que la condamnation médicale n'est plus là, mais la condamnation sociale est là. Et tant qu'on n'aura pas géré cette perception de la séropositivité dans la société, mais ça va beaucoup plus loin. C'est bien sûr, on parlait dans l'introduction de tes 40 ans de haie, donc tout à l'heure, ça ne s'appelle pas la table ronde, c'était merci Marc, la plénière. On parlait de ce qui se passait à l'école aujourd'hui dans l'éducation sexuelle et de l'impossibilité de parler de la sexualité à l'école et d'éduquer. On ne va pas chercher plus loin. Si on ne peut pas parler de la sexualité, on ne peut pas parler du VIH. Mais alors moi j'ai un espoir, c'est qu'aujourd'hui tout le monde est vent debout sur les violences sexuelles, notamment faites aux femmes, et on ne comprend pas comment ça arrive. Hein. Ah ben, si on ne parle pas de sexualité à tout le monde, à un âge où on construit ses représentations sexuelles, ça va continuer. Et le VIH, il est derrière ça, de mon point de vue. Enfin, ce qui reste de l'épidémie aujourd'hui est derrière tout cela. Tant qu'on n'aura pas réglé ça, cette éducation-là, on va avoir du mal. Enfin, nous, on va continuer à parler, à s'engager, et alors, et Ed, il ne faut pas s'arrêter, bien sûr. ça va durer encore un petit moment, et sur ce genre de lutte, en effet. Alors, je prends juste le relais pour dire, alors effectivement, apprendre aujourd'hui ou il y a 30 ans, moi je suis très vigilant parce que je travaille donc aussi dans elle, il m'arrive de faire quelques actions sur le terrain. Je ne minimise pas le fait que pour une personne qui va l'apprendre aujourd'hui, que ça ne sera pas grave. Ça reste vraiment une rupture dans la vie de la personne, même si parfois les gens nous disent c'est mieux de le savoir maintenant. Et c'est vrai que plus tôt on le sait, il y a moins de dégâts sur le plan biologique, sur le plan des anticorps, mais moi je pense que la charge est toujours intense pour la personne. Donc du coup, moi je suis vigilant de minimiser pour dire ah oui, avant c'était très grave, le jeune aujourd'hui vous arrivez. Voilà, c'est aussi difficile. Et récemment on a entendu ça aux États généraux où on avait effectivement un public avec tous les âges. Mais voilà, ça reste quand même quelque chose de difficile. Justement, une petite question complémentaire, est-ce que justement sur ces actions de terrain, quand on discute, lorsqu'il y a des découvertes de séropositivité, ou lorsqu'on discute avec des personnes qui viennent pour se faire dépister, les représentations sont toujours les mêmes? Les représentations, on l'a entendu, hein. Oui, c'est sûr, ça va beaucoup évoluer. Ouais. Vous vouliez intervenir sur comment on vit ce diagnostic quand on l'apprend en 2010, en 2015 Je pense que c'est pas anodin, même si on est là pour un peu changer l'image du VIH, ça reste quand même quelque chose qui va nous traîner toute notre vie. Et je pense qu'on a tous quand même un parcours assez similaire, c'est qu'au départ il y a le choc de l'annonce, il y a le déni, il y a la peur, etc. Mais
Mais tout ça, ça va être rapidement gommé si on a un bon accompagnement. Je pense que c'est important d'avoir aussi un médecin qui sache nous rassurer, de faire appel aussi à des associations. Moi, par exemple, quand je venais d'apprendre que j'étais séropositif, j'ai passé pas mal de temps au refuge où il y avait pas mal de conférences sur le VIH, sur comment vivre avec le VIH. Et même le fait de traîner un peu plus avec des personnes qui vivaient la même chose que moi, ça m'a énormément aidé, puisque c'est un peu comme quand on apprend son homosexualité très jeune, on se dit tout de suite que on est les seuls au monde, et c'est ça qui est terrifiant. Mais au final, le point positif, entre guillemets, c'est que ça nous ouvre un peu une nouvelle communauté. Et bon, après, la sérophobie, elle peut venir aussi même de la communauté, donc c'est à double tranchant. Mais en tout cas, le fait d'être entouré, moi, ça m'a permis de dédramatiser, en tout cas très rapidement, l'annonce. Je pense que le risque, c'est de vouloir traverser ça seul et en fait d'en faire quelque chose de beaucoup plus grave que ça ne l'est finalement. Et c'est à ce moment-là qu'on est vraiment dans la peine. Luc, tu voulais ajouter quelque chose ? Moi, j'ai une relation assez étrange à mon diagnostic, parce que moi, il m'a sauvé la vie. Je suis entré en désintox et je n'avais pas trop de valeur de la vie à cette époque-là. J'avais 19 ans. J'étais un gamin qui allait pas très bien. Et moi, je sais pas, ça a été un appel à la vie. J'ai eu peur, évidemment, mais c'est cette même peur qui a été moteur après ça de la chance que j'ai, parce que justement, très vite, à l'hôpital, j'ai très peur, voilà. Hein. Et je sors de l'hôpital et j'appelle aide. À l'aide. et je connais rien de ce qu'il y a dans mon corps. C'est hyper étrange d'avoir une entité comme ça qui vit en nous et dont on ignore tout. Et ce que je regrette simplement, c'est qu'en effet, j'ai appris à connaître le VIH qu'une fois qu'il me concernait directement. Et ça, c'est souvent le problème. Alors je te rejoins quant à l'éducation. L'éducation est primordiale, parce que c'est cette même éducation qui aussi engendre la peur. Et c'est cette même peur qui nous empêche d'aller nous faire dépister. Et c'est cette même peur qui fait qu'on continue aujourd'hui dans des pays comme la France à transmettre le VIH. Alors moi je prends juste l'exemple culturel parce que c'est de là que je viens et que c'est mon arme à moi. Mais je pense qu'on a le devoir en tant qu'artiste de donner une représentation. Et c'est pas forcément des représentations comme ça qui sont manichéennes. Maintenant c'est super, tout va bien, non. Mais c'est justement ne pas avoir peur d'aller chercher dans la complexité de la vie d'une personne séropositive. D'y voir ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de laid, ce qu'il y a de difficile. Mais tout ne l'est pas. Et il y a encore plein de belles choses. Enfin, moi, j'ai vraiment, en effet, pris l'annonce comme une espèce de truc comme ça, énorme, qui tombe dessus. Puis finalement, pas du tout. Absolument pas. Je pense que ça vit, le VIH, il vit aujourd'hui dans le regard des autres aussi. Moi, je me sens malade que quand on me regarde comme un malade. Et je pense que c'est aussi important, parce que moi, je suis là pour parler, alors parlons. Mais moi, je sais que le regard des personnes autour de moi, dans mon intimité, parfois j'en ai eu peur au début. On est au début d'une histoire d'amour, comme ça, t'as envie toi aussi d'avoir le droit à l'idylle amoureuse, d'être comme ça cette personne qui peut-être est parfaite pour l'autre. Et le VIH, déjà il avorte ce moment, parce que très vite il fait entrer la relation amoureuse dans une réalité. Et très vite du coup, on n'est plus un fantasme pour l'autre. Mais on devient une personne, une vraie personne avec des problèmes, avec des fêlures, avec une vulnérabilité toute dehors. Et moi, parfois, ça m'a justement empêché dans mon processus médical. À savoir que ça m'est déjà arrivé de ne pas prendre mes pilules parce que je voulais pas que le mec voie que j'étais séropo et qu'il restait 4 jours chez moi et que c'était pas prévu. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire sur ma réalité. Alors Yacine, tu parlais de sérophobie, découvrir sa séropositivité, puis vivre avec le VIH, c'est découvrir aussi le rejet et la sérophobie en raison du VIH. Alors, tous et toutes ici, encore aujourd'hui, à quel type de remarques ou de discours sérophobes vous pouvez faire face, à quel type de rejet et quelle stratégie aussi
mettez en place pour y faire face ou y répondre? Non, vas-y. Je suis complètement émue là, donc, parce que Lucky, tu parles de choses qu'on vit, voilà, ce rapport à l'amour, il est complètement altéré, voilà, altéré. Tes mots sont déjà extrêmement forts et on vit cela en permanence. C'est-à-dire que moi je ne sais jamais à quel moment est-ce qu'il va falloir que je dise que j'ai le VIH. Donc quand je démarre une relation, je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire que c'est compliqué de démarrer une relation intime avec quelqu'un sans lui annoncer, parce qu'on sait que si on lui annonce plus tard, on va avoir un problème. Et là, je vais revenir après à la question. Mais si on l'annonce avant, on a encore un plus gros problème. C'est que tout devient... On est déjà à un état des choses où, après 2-3 ans, on peut peut-être, dans la vie normale de couple, commencer, peut-être pas 2-3 ans, mais 6 mois, 1 an, commencer à aller un petit peu plus loin, à se connaître. Et nous, on est obligé de se foutre à poil tout de suite. Et effectivement, de ne plus apprendre à se faire connaître ou de la bonne manière, voilà, tout vole en éclats. Et je comprends tout à fait ce que tu as pu vivre en disant je ne veux pas que la personne sache. Moi, je ne sais toujours pas comment faire. J'ai 52 ans. Je ne sais pas comment faire avec ça, j'oscille et je ne trouve jamais la bonne méthode. Alors, je ne l'ai pas trouvée, voilà. Donc on va continuer. Alors, j'en ai une, mais alors je ne suis pas sûre qu'elle soit la meilleure. C'est que pour le moment, je vais vous donner ma méthode du moment, j'ai décidé d'arrêter de démarrer par le sexe. Bon, d'avoir du sexe tout de suite. C'est-à-dire, j'ai décidé que la relation... Alors, il y a le sexe d'un côté où je ne parle pas. Je ne parle pas du VIH, ça représente un risque, donc je n'en parle pas. Et puis, il y a peut-être des relations qui peuvent donner autre chose, et alors, je ne vais pas je ne vais pas aller dans la sexualité tout de suite, parce que je sais que je vais tout casser. Enfin, ça va tout casser. Parce que les personnes non séropositives, c'est pas elles n'ont pas l'information existe, hein. L'information ne leur arrive pas, c'est autre chose, parce qu'elle est donnée, mais elle n'arrive pas elle n'arrive pas. Donc ça, c'est un sujet sur comment faire arriver l'information, mais ils ont peur objectivement, c'est-à-dire c'est pas qu'ils ne nous aiment pas, c'est qu'ils se disent c'est quoi ce bordel, donc on est obligé de gérer leur peur. Alors nous déjà, on n'est pas hyper confort avec le truc, quoi, et il faut qu'on gère l'autre qui a peur. Alors et donc ça finit que moi je m'énerve facilement, dire bon allez dégage, j'ai même pas envie de... Non mais voyez, tout s'en va, j'ai même pas envie de rester avec le mec, c'est t'as peur, allez va gérer ton truc, appelle aide et puis on passe à autre chose, quoi. Non mais c'est vrai. Moi justement, la raison pour laquelle j'ai décidé d'en parler au plus grand nombre et de militer même sur les réseaux sociaux par rapport à ça, c'est que je me posais la même question que toi en fait. On n'arrive jamais à trouver le bon timing, si on en parle trop tôt et du coup on sort de cette espèce d'insouciance de la rencontre et ça devient tout de suite plus grave et plus dramatique et on sait même pas en fait si on a vraiment envie de se lancer avec la personne. Donc, et plus on attend et plus on a le risque que la personne soit en panique totale quand on lui dit, quoi. Donc en fait le fait de le dire au plus grand nombre, ça m'a vraiment dédouané, ça m'a délesté de ce poids et donc je pense que ça c'est... Enfin, je regrette absolument pas et ça m'a vraiment aidé. J'avais cette question sur la sérophobie, comment... Ah oui, c'est vrai qu'on est sorti. Ça en fait partie. Comme tu disais Luc tout à l'heure, moi je me sentais vraiment malade uniquement à travers le regard de l'autre et à travers les remarques qu'on pouvait me faire. Moi la sérophobie, je l'ai beaucoup vécu sur les réseaux sociaux aussi, donc à travers les applications de rencontres, notamment sur Grindr ou parfois en vrai aussi avec ce phénomène d'outing en gros où en fait on allait annoncer mon statut à la personne que je datais sur le moment en utilisant toujours des termes dégueulasses. En fait on confondait toujours sida et VIH, donc on n'a jamais parlé de mon VIH, on parlait toujours de mon sida, que j'ai jamais eu le sida et j'espère que j'aurai jamais le sida. Et donc ouais, c'est des situations où je sais pas, j'allais en soirée avec mon mec et en fait j'allais boire un verre, j'allais prendre des verres au bar et à ce moment-là quelqu'un allait voir mon mec pour lui dire fais attention quand même, Yacine a le sida, je te dis juste ça pour toi. C'est toujours de la fausse bienveillance comme ça où du coup j'étais vraiment forcé à le dire le plus rapidement possible parce que je savais que si je le faisais pas, quelqu'un allait le faire à ma place. Et puis même en vrai assez récemment
des fois où, genre, je sais pas, j'allais être en date avec quelqu'un, et au moment où on est censé potentiellement s'embrasser, je sens un peu une réticence de sa part et des questions de type mais t'es sûr que c'est safe de t'embrasser, enfin, des gens qui pensent encore que les modes de transmission se font à travers les baisers ou en partageant le verre d'une personne séropositive. Donc il y a encore énormément de désinformations et de préjugés et de clichés qui font que les gens peuvent vraiment nous dire des dingueries. Il y a même un mec qui m'a dit mais c'est quoi être séropositif? Bon. Un autre mec aussi qui était pilote d'avion et qui m'a dit désolé par rapport à mon travail c'est un peu compliqué, je peux pas dater un mec séropo, je vais prendre le risque d'être séropo moi aussi. Et je me dis ok bon bye. Après c'est bien parce que ça permet de faire le tri très rapidement. Et finalement c'est quand même pas mal parce que ça met en valeur les personnes authentiques et bienveillantes et ça montre tout de suite les personnes toxiques et donc en fait on a un peu des lunettes comme ça invisibles qui nous permettent de voir le bon et le mauvais chez les gens. Ça c'est pas mal. Joseph ou Luc? Alors moi sur la sérophobie, j'ai pris le risque d'en parler librement. C'est aussi une façon de faire un tri entre des gens qui restent avec moi, des gens qui restent sur le côté. Et en même temps, je me suis aperçu parfois, il y a un vrai travail à faire sur soi, parce qu'il peut y avoir de la sérophobie qui est réelle, qui est vécue. En même temps, aussi la sérophobie perçue. Ce qu'on entend autour de soi et des craintes qu'on va finalement donc, développer et de se mettre en retrait automatiquement. Et notamment par rapport à la famille, par rapport à des amis proches. Je me suis aperçu que très souvent les gens, parfois, ils savent, mais ils n'osent pas vous le dire par pudeur. Et quand on prend le courage d'en parler, ça finit par se délier. Ou alors oui, on savait parce qu'on a quand même senti des changements dans ton comportement ou dans ta physionomie. Enfin, il y a des choses comme ça qui ressortent. Donc du coup, personnellement, c'est la démarche que j'ai faite. Et quand je suis toujours dans la posture un peu parfois donc, de répondre à des demandes des amis ou des gens, je crois que ça aide, mais de faire aussi ce travail-là sur est-ce que c'est une phobie qu'on a vécue, un vrai rejet, ou quelque part on se préserve, donc on s'auto-exclut d'avance. Il y a aussi ce travail-là à faire, je pense qu'il aide aussi à avancer et à prendre des risques, bien évidemment, mais qui risque rien à rien. Luc? Oui. As-tu déjà fait face à des remarques sérophobes, à du rejet Oui, j'ai fait face souvent du rejet dû à ma sérologie. Moi, c'est plus. Je vais parler de façon plus. C'est pas réellement dans ma vie personnelle, moi, que je vis le rejet. J'ai la chance d'être quand même assez bien entourée. Et puis, je sais pas, j'ai fait face évidemment, comme Yacine, je suis un jeune homme homosexuel, j'ai forcément fait face à Grindr. Mais moi, de toute façon, c'était déjà tellement violent vis-à-vis de mon bras qu'en général, le VIH, bon, à côté, c'est du pipi de chat. Ah ouais, les PD sont encore moins indulgents avec les handicapés qu'avec les séropos, faut le savoir. Voilà. Moi, c'est plutôt dans ma vie d'artiste que je veux parler de ça. Parce que j'ai dû faire des choix. Là, je viens de m'exposer beaucoup et j'ai été face à une équipe de professionnels qui étaient là pour gérer mon information sérologique. Et si on en est là, c'est parce que ça peut encore ruiner une carrière. Ruiner une vie, c'est très touchy de parler du VIH quand on est exposé. Surtout que directement, moi je vous le dis, je vous la fais courte, mais je suis chanteur, alors en ce moment je suis partout, et puis on se dit, ah mais attends, si on sait que t'es séropo, alors du coup déjà tu perds toute une partie d'un public qui est un peu âgé, qui du coup a encore cette image du VIH, là, et donc du coup tu perds cela. En plus de ça, du coup tu vas être catégorisé en bon gros PD. Donc tu perds aussi toute une audience hétérosexuelle, etc. Et dans les PD, tu gardes que ceux qui sont ouverts d'esprit. Ce qui réduit mon audience quand même. Dieu merci, j'ai décidé de ne pas écouter ces équipes et de simplement aller à la rencontre des gens. Alors oui, j'ai essuyé quelques plâtres. Mais en soi, je dois avouer que depuis que je l'ai annoncé, j'avais très peur de l'annonce publique. Et en réalité, je dois avouer que ce qui est assez fou, c'est qu'en ce qui me concerne, ça a été plutôt un détail.
En tout cas, ouais, à part 2 ou 3 journaux de gauche, en général, les gens ont bien traité l'information. Et du coup, j'ai été assez surpris d'ailleurs, parce que souvent, c'est d'ailleurs les médias ou les personnes que je pensais être des alliés qui finalement m'ont surpris par la façon d'exposer ma vie personnelle en faisant quelque chose. C'est-à-dire que moi, quand j'en parle en interview, je fais en sorte que ce soit dans mon discours ce que c'est dans ma vie, à savoir un léger détail, une pilule par jour, voilà, un petit zona de temps en temps et quelques angoisses. Mais en dehors de ça, voilà, c'est pas plus que ça. Et j'ai eu très peur de la façon dont était traitée l'information, parce que c'est l'information qui en fait plus que ça. C'est la façon dont la phrase du journaliste est tournée, est-ce que c'est écrit en gras, en gros ou non, hein. Parce que ça c'est pareil, c'est-à-dire que moi je me suis beaucoup renseigné sur la représentation de la lutte contre le VIH et de l'iconographie de la lutte contre le VIH avec Andy Warhol, avec les premières affiches. Et ce que je trouve fou, c'est qu'encore aujourd'hui, dans les journaux, quand on parle de mon VIH, on met en gros gras. C'est assez fou ça, ou alors en italique, pour bien amener le lecteur à lire ça. Je pense que c'est ça, moi, la sérophobie dont je fais les frais en ce moment. C'est une sérophobie assez sournoise qui plaît d'être ouverte d'esprit et d'exposer les gens pour en parler, alors qu'en réalité, ils sont juste là pour faire la putaclic, désolé. Et ils se rendent pas compte qu'en fait c'est au détriment de moi, parce que derrière cet artiste il y a un être humain et qu'il y a 450 000 personnes qui m'envoient des messages tous les jours sur Instagram. Et donc c'est ça, moi, la sérophobie en ce moment que je subis. C'est bizarrement pas du tout les gens, mais c'est ceux qui relient l'information. Voilà. Dites-moi. Oui, alors moi j'ai été contaminée il y a 40 ans. Donc j'ai eu le sida pendant 2 ans. Et je peux vous dire, je suis étonnée, vraiment stupéfaite que vous ne parliez pas indétectable égale non-contamination. Et vous ne sachiez pas. Et toi, c'est à toi de diffuser ce message-là. C'est à toi de dire à tout le monde que quand on est sous traitement... Mais c'est justement ça, c'est justement ça. C'est que justement, quand moi je choisis de parler au journaliste, moi je le dis. Simplement ce qu'il écrit, moi j'ai pas le pouvoir sur ce qu'il écrit. Et bien normalement tu devrais l'avoir. Non, c'est la liberté de la presse, ça. Non, j'ai pas le droit. Ils écrivent ce qu'ils veulent. Et le truc c'est que moi justement, ce que je peux faire, c'est juste donner toutes mes forces pour qu'ils l'écrivent noir sur blanc. Non, je sais. Simplement le truc c'est que c'est justement ce que je te dis, c'est que ça qui est terrible, c'est que quand on décide de s'exprimer pour justement faire évoluer les choses, finalement la presse s'en sert pour en faire de la presse à scandale. Et le truc c'est que ça, moi j'ai aucun pouvoir là-dessus. Et donc je continuerai à en parler, bien évidemment. On le dit à chaque fois qu'on est interviewé. Ouais. Oui, non, il faut vraiment... c'est vraiment oui, bien sûr. Et puis, il n'y a pas que vous, hein, c'est les pouvoirs publics qui vous disent. Non, mais si on s'indigne, nous, c'est parce qu'on le sait. C'est parce que, en fait, c'est un voilà, ici on ne l'a pas dit, parce qu'on ne s'est pas senti le devoir de vous dire que les personnes traitées ne contaminent pas. Nous, tout le monde est au courant dans la salle ou pas ? Voilà, donc du coup, on n'a pas fait ce préambule et notre indignation, ou notre combat, ou notre vient de cela, bien sûr, du fait de ne représenter à aucun moment un danger pour qui que ce soit et de devoir faire face, comme je dis, à perpète pour le moment en tout cas, à ce genre de rejet. Alors moi je voulais aussi dire une chose par rapport à la sérophobie, donc j'en profite de garder le micro, c'est que moi je la ressens dans les relations intimes. Alors dans ma vie de tous les jours, en revanche, en tant que patronne, je vais à la pharmacie de mon quartier, j'ai des enfants qui savent que je suis séropositive, et en fait moi ma sérophobie dans mon environnement, ma sérophobie, super, sérophobe. Oh là 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 là. Ma séropositivité dans mon environnement tous les jours est tout à fait acceptée, et j'en fais d'ailleurs un acte de lutte d'être comme ça, c'est-à-dire de ne pas hésiter à aller et de continuer à aller en médecine générale, à ma pharmacie. Tout le monde sait que j'ai le VIH et ça se passe très bien. Voilà. Quand on passe dans les relations intimes, par contre, là on franchit un autre cap, et là même n'importe laquelle de ces personnes rentrerait dans une relation intime avec
avec moi commencerait à se dire, qu'est-ce qui va changer pour moi? J'ai peur. Voilà. Mais... Bon. Tout à l'heure, ceci dit, vous parliez du fait qu'encore dans les parcours de soins, quels qu'ils soient, hein, chez le dentiste par exemple, c'est un exemple qui revient souvent. Le gynéco aussi, je crois. Le gynéco, c'est un lieu où, en revanche, est-ce que vous personnellement, en tous les cas, vous avez fait face à ce genre de situation chez le dentiste, par exemple? J'insiste. Je raconte mon histoire. Non, pas forcément, mais est-ce que vous avez des... J'avais une anecdote que j'ai rencontrée à Florian, qui date il n'y a pas très longtemps, d'une dentiste que je connais personnellement, et qui, elle a sa collaboratrice qui me fait un soin, et a priori je saigne, et elle se pique, enfin un truc, bon. Et elle vient se positionner au-dessus de moi, et elle me dit Anne, on a un problème. Sur le coup, je comprends pas, je crois que j'ai un problème moi, parce que je suis chez un médecin quand même. Donc elle me dit non, mais on a vraiment un problème. Et là, en 20 secondes, j'ai compris. Elles avaient un problème parce que c'était piqué, il a fallu que je les prenne en charge. Hein. C'est-à-dire que j'ai commencé par me mettre en colère, vous voyez que ça m'arrive fréquemment, donc j'ai pris mon sac, je suis partie, je lui ai dit non mais attends, non, là, on va changer le game, c'est moi le patient, vous êtes les médecins. Puis après, comme j'ai vu qu'elles avaient vraiment un problème, j'ai fait demi-tour, j'ai dit bon allez, je vais jouer mon rôle et je vais leur expliquer qu'il n'y a aucun risque, mais que je suis quand même très inquiète pour elles de penser qu'en se piquant avec une personne dont elles savent qu'elle est séropositive, ce qui veut dire qu'elle est traitée non contaminante, comment elles font avec les autres, avec toutes les autres maladies transmissibles sexuellement, par le sang, qu'on soit des hépatites ou des personnes qui ne se savent pas séropositives. Et donc je me suis inquiétée sur leur protocole sanitaire, on va dire, et donc je les ai interrogées. Mais je suis restée 1 heure. Hein. Ah ouais. Voilà. Et je pensais que je les avais convaincus. Alors, il faut savoir que je leur ai dit, bon, si vous avez encore un doute, parce que moi je ne suis pas médecin, vous pouvez appeler mon médecin. Elles l'ont fait. Elles ont appelé Michel Ohaillon pour avoir des informations. Bah, elles ont été reçues, hein, par contre. Là, elles ont été reçues, au sens il leur a fait une belle leçon, là, je pense que... On se demande ce qu'ils apprennent à l'école de médecine, en fait, en fac de médecine, c'est bizarre. Voilà, alors c'est vrai que c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, mais Anne, tu comprends, on a été formés il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, on ne connaît pas. Alors quand on parle avec Michel Ohaillon, il dit, mais on fait de la formation continue en permanence, on diffuse de l'information en permanence. C'est un sujet qui ne rentre pas dans leur vie, ouais. Ça les touche pas, en fait. Ça les touche pas, ça ne les intéresse pas. Et comme les personnes séropositives, la plupart du temps, évitent de dire qu'elles sont séropositives. Oui, mais c'est ça. C'est le silence autour du VIH qui fait que les gens n'ont pas... Mais quand on dit, c'est vrai qu'il faut être prêt à tout ça. Il faut être prêt à assumer que quand on est patient, des fois, on se retrouve à devoir gérer le corps médical. Hein. Ouais, ça c'est quand même assez grave. Oui. Mais je vais rebondir sur ce que tu dis, parce que en général, dans ma vie, ça m'a toujours mis en colère quand on me met dans cette position. Et d'ailleurs, je le dis aussi pour vous, mesdames. Mais je trouve ça aberrant que parce qu'on est séropositif, on doit se faire éducateur. Je suis pas d'accord avec ça. Je peux le faire. Je n'ai pas à le faire. Je suis pas obligé de le faire. C'est mon droit et je pense que ce n'est pas mon devoir de le faire. C'est le devoir de l'éducation nationale, de toutes ces personnes qui sont faites pour ça, pour informer les gens. C'est pas mon devoir. C'est assez étrange parce que c'est la seule maladie, quand on en est victime, on doit s'en faire expert. Je suis pas d'accord avec ça. Elle l'exprime très bien puisque c'est ce qui s'est passé chez un médecin. Donc je te laisse imaginer avec le reste de la population et du monde. Les dentistes, on est bien d'accord, c'est tous des salopards. Moi aussi, ils m'ont fait le coup. Ils m'ont envoyé à la salpêtrière avec une infection dentaire comme ça et tout parce qu'ils voulaient pas me soigner, parce qu'ils voulaient pas me toucher. Et en plus, ils m'ont même pas dit que c'était pour le VIH. Moi, c'est-à-dire que souvent, en plus, ils se cachent. C'est-à-dire qu'ils disent pas ah, c'est parce que vous êtes séropo, non. Ils m'ont dit ah non, là c'est trop infecté, il faut absolument à la salpêtrière. À la salpêtrière, je suis arrivé, ils m'ont dit mais qu'est-ce qu'il a fait votre dentiste là? Pourquoi il vous a fait venir ici? On a une queue pas possible, il aurait pu faire ça là-bas. Donc réellement, la sérophobie est dans le corps médical, elle est en plus de ça pas toujours franche du collier, c'est un peu sournois à chaque fois. Et c'est ça qui est difficile, parce qu'au final, tout ce qui est difficile, et la raison pour laquelle on est là, c'est parce qu'on en a ras le bol d'être rejeté. Voilà, c'est tout, tu vois. Mais c'est vrai que c'est rarement frontal, c'est toujours un peu insidieux, toujours un peu caché, on va toujours trouver des chemins empruntés pour au final. J'espère qu'il n'y a pas de dentiste dans la salle. Si vous êtes dentiste, filez votre numéro.
je prendrai votre question après. Juste on fera une grosse demi-heure de prise de parole du public. Peut-être pour clôturer ce débat entre nous, comment maintenant vous projetez en fait dans 5 ans, 10 ans, je sais pas plus, voilà, est-ce qu'on a cette capacité à se projeter? Capacité. Ah oui, bon, alors, moi j'ai eu 62 ans il y a 2 semaines. Bravo. Joyeux anniversaire. Donc oui, je me projette dans un rôle de consommateur de produits pharmaceutiques. J'ai fait mes courses, et comme j'ai fait mes courses au supermarché, donc à la pharmacie, donc beaucoup de médocs déjà, donc il faut arriver maintenant à digérer, parce que c'est plusieurs pathologies qui viennent se greffer avec l'âge qui avance, dans le vieillissement, c'est un déluge. Voilà. Et en même temps, ce que je prends aujourd'hui, c'est des bonus. Je me suis projeté, je me suis posé des questions à 40 ans, si j'aurais 50 ans. Et le fait d'avoir 62 ans au jour d'aujourd'hui, je me dis vivement la retraite. Même si ça sera un peu compliqué, parce que j'ai une carrière un peu à dents de scie, mais voilà. Donc je pense que quelque part, je peux dire qu'il y a un combat qui a été gagné, de rester en vie. Et je suis fier d'être là, parce que j'ai accompagné beaucoup d'amis dans des contextes très compliqués de la migration. Parce que mourir loin de chez soi, c'est très compliqué. Et donc, du coup, voilà. Je me dis, la mort peut venir, je l'attends. Le plus longtemps possible, mais en tout cas, ça va. Voilà. Allez, projette-toi. J'ai du mal. Non, il faut quand même que je dise quelque chose de très positif. Bon, bien sûr, moi j'adore la vie, donc je me projette depuis très longtemps dans la vie. J'ai été contaminée, pour savoir, j'avais 13 ans, donc vous imaginez le parcours et ce que ça veut dire. Donc si aujourd'hui je me dis je me projette pas, je serais vraiment une imbécile d'arriver à 52 ans avec ce parcours de vie et de se dire que je me projette pas. Alors bien sûr, je me projette dans la vie, je vis ma maladie comme une maladie chronique du point de vue médical, mais c'est une maladie qui a fait... Alors, on est là pour parler de soi, pour faire du témoignage, donc je vais en faire, pas des généralités, parler de moi. C'est une maladie qui a laissé beaucoup de traces chez moi. Je ne parle pas physiquement, j'ai eu la chance qu'elle en laisse peu d'empreintes physiques, on va dire, peu d'handicaps physiques liés à la maladie, mais dans la tête, elle a fait énormément de dégâts entre le fait de penser qu'on va mourir, de ne pas mourir, de survivre, de se taire, de parler, les conséquences de parler, et puis la construction de la vie intime qui a été extrêmement difficile. Donc je me soigne en fait. Je me soigne des conséquences mentales de la maladie qui m'a impactée quand j'étais si jeune, et j'espère avancer en étant de plus en plus équilibrée mentalement, psychologiquement, parce que je souffre psychologiquement des traces de cette maladie. Donc moi, mon sujet dans ma projection, et c'est pour ça que j'avais cette forme un peu d'hésitation sur comment je me projette, par rapport médicalement extrêmement bien, je sais que je vais vivre sans problème lié au VIH directement, quelques conséquences indirectes, on va dire à un moment, quand on vieillit, on a d'autres choses qui s'ajoutent, et on va pas non plus vieillir sans vieillir parce qu'on est séropos, quoi. On est quand même obligé de se dire qu'on va vieillir aussi comme tout le monde, mais moi je ne sais pas comment je vais gérer dans les années qui viennent, encore aujourd'hui, le dégât psychologique qu'a eu cette pathologie dans ma vie, voilà, pour être honnête et transparente. Luc. Moi, qu'est-ce que je projette? Je projette surtout pour les autres, parce que je t'avoue que moi, bon, voilà, c'est fait. Moi aussi, ça m'a pas mal attrapé psychologiquement. Mais ça, j'y travaille. Voilà. J'essaye de faire en sorte de plus avoir peur. Parce qu'en vrai, c'est surtout ça. Moi, j'ai eu ce truc, je sais pas si vous avez vécu ça, mais moi, j'ai eu ce truc où je m'inquiétais du moindre truc. C'est-à-dire que vraiment, j'avais peur de tout, la moindre nouvelle tache sur ma peau, le moindre mal de ventre, le moindre truc, j'étais persuadé que j'allais mourir.
Et bizarrement, même si aujourd'hui ma conscience est totalement au courant que ça ne se déroulera pas, parfois mon inconscient prend le dessus. Et ça, c'est un truc que je vis encore. Alors que ça fait 11 ans que je suis séropo et que j'ai vu moi aussi que finalement je vais bien. Mais cette peur, elle reste là. Alors moi, je projette de créer des images qui font plus peur et des discours aussi qui font plus peur. Je projette d'essayer de faire en sorte que cette humanité se concentre sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous diffère les uns des autres. Ramener la sérologie à ce que c'est une sérologie, ni plus ni moins. Voilà. À partir du moment où elle est traitée, qu'elle est prise en charge et que je ne suis un danger pour personne, je vais continuer à prendre mes petites pilules tous les matins. Et voilà. Et je pense que tout se passera très bien. Ouais. Yacine? Du coup, moi, ça fait 10 ans que je suis séropositif. Je pense que mon parcours d'acceptation, évidemment, il n'est pas complètement terminé, mais je me sens vraiment à l'aise avec mon statut sérologique. Du coup, comme Luc, ma projection pour plus tard, j'aimerais que les gens voient le VIH avec moins de gravité et qu'on puisse vraiment donner des représentations, des images plus positives autour du VIH pour que l'annonce ne soit plus synonyme de condamnation à mort pour les gens qui la vivent. Et voilà. Merci. On va passer aux questions du public, si vous en avez. Je prends dans l'ordre, madame, vous aviez levé la main tout à l'heure. Oui, c'était pour répondre à... Derrière toi. Pour répondre à Niki par rapport à ce que tu disais et que tu n'as pas à éduquer, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais moi je le fais parce que je suis chez Aide et je suis chez Aide pour ça, pour éduquer et pour dire que ça existe et que personne n'a rien à craindre de nous. Voilà. J'entends. J'ai autre chose à dire, c'est pas mon côté personnel. Moi, j'ai toujours été très bien acceptée. J'ai dit ma séropositivité, sauf au début, parce que je voulais pas que ma famille en 85 me prenne pour une malade. Tout ça avait besoin, mes parents ils savaient, mais tout le reste ils savaient pas. Parce que j'avais pas envie qu'ils me voient virus, parce que c'était les années noires et que tout le monde mourait et je voulais pas qu'ils voient la mort en moi. Bon, ils l'ont tous su quand j'ai été à l'hôpital et tout ça s'est très bien passé. Je ne proclame pas que je suis séropositive depuis 40 ans. Je le dis quand c'est nécessaire. Voilà, comme si j'avais un diabète, comme si... voilà, c'est tout. Moi, Alain Bonino, je vais évoquer deux points que vous avez abordés, sur la sérophobie, puis pas sur la projection, hein, le penser, comment on pense, l'impensé d'ailleurs. Donc sur la sérophobie, alors vous avez parlé de tous les professionnels de santé, je pense qu'il y a une dimension de la sérophobie du quotidien qui est extrêmement importante, puisqu'en fait la communauté générale a complètement encore en mémoire historiquement le sida tel qu'il est, et l'histoire du I plus I, du I égale I ou du U égale U, c'est une histoire de technicien, et qu'effectivement les personnes ne comprennent pas. Hein. Il n'y a que les personnes concernées pour qui ça a un impact. Donc ça va mobiliser, donc évidemment dans les associations on mobilise, on explique, mais quoi qu'il en soit, moi je donne l'illustration que j'ai été 30 ans militant à Aide, je cherchais du travail aussi des fois, et quand je mettais dans mon CV que j'étais travailleur handicapé, je ne mettais pas séropositif. Hein, parce qu'évidemment ça pouvait être une source d'exclusion. Ceci dit, une fois que j'étais dedans, puisque j'étais militant de Aide et que j'étais porté par le mouvement de Aide, je pouvais porter l'idée du VIH
VIH, et on pouvait faire avancer, mais c'est effectivement un travail du quotidien, et là, comme tu le disais, Lucky, c'est un travail du quotidien des porteurs de ce qu'on est, et on a vraiment une responsabilité, mais qui n'est hélas nécessaire à porter auprès des personnes pour leur donner la dimension pragmatique quotidienne et en fait cette proximité avec le quotidien. Ça me paraît important. Deuxième aspect sur lequel je voulais réagir, c'est le repenser, le penser de l'impensé. Moi, je suis séropositif depuis 86. À l'époque, bonjour les traitements, il n'y avait rien. J'étais un des premiers écoutants de ces infoservices. À l'époque, j'avais des collègues qui étaient séropositifs, qui avaient 0 T4 et qui continuaient d'écouter. Et c'était assez formidable, mais c'était absolument incroyable et magique, parce que c'est effectivement le collectif qui portait les uns et les autres, mais ceci dit, on s'est vu mourir les uns après les autres. Hein. Mais ce que je veux dire là, c'est que ça nous a amené, à l'époque on ne pensait pas demain. On ne pensait pas demain, on était effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, sur une histoire de on va arrêter bientôt elle, puisqu'on aura fini avec le sida, mais on n'a pas arrêté avec le sida. Et surtout ce qui est important, penser demain, c'est penser les droits humains. Et moi ça me paraît fondamental, et que tout ce qu'on a gagné sur le VIH, c'est la revendication des droits humains en santé, la démocratie en santé et la parole des personnes. Et centrer tout autour des personnes. Aujourd'hui, je suis à Grey Pride, et donc le vieillissement des personnes LGBTQIA, là c'est quelque chose d'extrêmement, absolument peu dit. Cet après-midi, il y aura Francis Carrier qui interviendra, mais je pense que là, il y a aussi, et là on parle du réformateur social de Nénel de Fer, et on continue d'être réformateur social. Et c'est ça le relais, le cadeau de Nénel de Fer. Alors bonjour, je ne voudrais pas déprimer Lucky, mais je vais donner un exemple. Il y a un film qui est sorti qui a eu plus de 2 millions de spectateurs au cinéma qui s'appelait Les Nuits Fauves. Oui, il n'a pas été diffusé depuis 1997. Il y a très peu de films. Non. J'étais avec l'équipe l'année dernière pour le festival. Ils étaient venus à Saint-Denis nous présenter les documentaires qui étaient passés sur Cyril Collard, et nous dire que depuis, je crois qu'il a été diffusé une fois sur Arte, la dernière fois qu'il a été diffusé sur Arte, et depuis il n'a plus été diffusé quasiment depuis plus de 20 ans. Donc ça donne un peu un exemple de les problématiques de la sérophobie dans les médias. Voilà. Et ce que je voulais dire, je vais donner un exemple, en fait, encore pour décourager les gens. Moi, je travaille dans la recherche en maladies infectieuses, et mes collègues ont été au courant que j'étais séropositif. Et une des premières réflexions que j'ai eues pour des gens qui travaillent sur la recherche contre le sida m'ont dit: mais je comprends pas, en 2 ans, t'as jamais été malade. On comprend pas. Donc c'est juste pour vous donner un exemple que même dans la recherche contre le sida, il y a encore de la sérophobie latente. Voilà. Je vais préciser le propos par rapport aux Nuits Fauves. Ce que je trouve regrettable, c'est pas que les Nuits Fauves ne passent plus, ou c'est pas que Philadelphia ne passe pas à la télé, parce que je trouve que c'est des films qui n'ont absolument pas servi l'imaginaire collectif et qui aujourd'hui ne le servent plus. Ce que je regrette, c'est que tu vois, quand on a fait 120 battements par minute là, que en cette année-là, on se dise qu'encore une fois, il fallait encore parler du VIH à ce moment-là, et que dans ce film même, il y ait des scènes qui sont même pour moi parfois un peu abjectes à regarder, simplement parce que comme ça va faire parler, ça ira à Cannes, et ça par contre, tu vois, c'est le problème que je rencontre. Le fait que les Nuits Fauves ce soit plus à la télévision, d'un côté c'est plus d'actualité, ça parlerait d'un VIH que nous on ne connaît pas par exemple, et qui n'existe pas en France maintenant en tout cas. Donc moi ce qui m'embête vis-à-vis de la représentation du VIH, c'est la représentation du VIH aujourd'hui. C'est qu'en fait quand c'était une crise, on en a fait des films et des films, des chansons
chansons et des chansons, et Barbara, et ceci et cela, et qu'aujourd'hui plus personne n'en parle. Et quand on en parle, c'est pour en parler comme c'était dans les années 90. Après ça bouge un peu quand même. Il y a quand même des films aujourd'hui qui sortent, Vivre, Mourir, Renaître par exemple, qui est sorti. Ouais, voilà, Vivre, Mourir, Renaître, tout est dans le titre, chérie. Enfin, je veux dire, encore une fois, tu vois, on parle de mort, en fait, moi, c'est ça qui me... Non, en fait, le film parle aussi de l'arrivée de la trithérapie, il y a un message d'espoir, c'est un triangle amoureux entre une femme hétérosexuelle séropo, un homme bi séropo et un homme gay séropo. Ouais, donc encore une fois, c'est des gens quand même assez... Désolé, je le suis moi-même, mais c'est quand même une situation de personnes marginalisées, entre guillemets, par la société, puisque c'est un trouble. Dans le titre, il est quand même marqué, genre... Et tu parleras après. Aimer, naître et mourir. On est copines, c'est pour ça, désolé, nous on est là, on est en discussion. Mais non, c'est vraiment un truc, en tout cas, que moi je regrette cette image. Je regrette ça, je regrette juste qu'il y ait toujours mourir, renaître, aimer, marginaliser, ça m'emmerde. J'aimerais bien qu'on voit justement comme madame, une femme hétérosexuelle qui va bosser tous les jours et pour qui le VIH c'est quand même un problème. Le jour où il y aura un film qui me parle de ça, je serai content et j'arrêterai d'ouvrir ma gueule. D'abord, merci parce que ce que vient de dire Lucky Love, moi je me reconnais à 100% là-dedans et c'est pour ça que je suis venu chez AIDS, c'est justement pour dire que le sida, enfin le HIV c'est tout le monde et que c'est pas des pathologies qui sont plus sur un groupe qu'un autre et qu'on doit montrer monsieur, madame, tout le monde. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, merci de vos témoignages parce que vous êtes des générations différentes et du coup moi, alors j'ai dépassé les 20 ans de séropositivité, quand on aime on ne compte plus, j'ai été infirmier, militant, je faisais des perfusions dans les caves à des patients dont plus personne ne voulait traiter, je faisais des soins palliatifs avec Marie de Menzel à des gens qui mouraient littéralement à Bagneux et quand j'ai appris que j'étais séropositif aussi, même des infirmiers qui travaillaient avec moi d'un seul coup ont eu un regard qui a changé sur moi. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement il y a du boulot. Ce qui m'inquiète c'est que vous êtes des générations différentes et vous exprimez finalement les mêmes choses. Alors ça me fait mal parce que je me dis rien n'a bougé quoi. Et ça c'est quelque chose qui m'arrache les tripes. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, excusez-moi de ne pas être mort, hein, la société je devais l'être mais j'y suis pas. Je vais pas mourir tout de suite, j'en ai pas envie, j'adore la vie. Mais peut-être qu'un jour je vais aller en EHPAD. En EHPAD aujourd'hui, quand vous arrivez avec un traitement lourd, coûteux, puisque l'EHPAD a 2,32 € par jour et par résident pour prendre en charge vos dépenses de santé, on vous dit votre dossier n'est pas retenu. Ah, vous n'avez pas de place. Ah, on peut pas. Ou alors quand vous êtes en EHPAD, bah, bizarrement vous êtes au bout du couloir à la fin pour avoir les soins en dernier par l'aide-soignante de façon à ne pas risquer, vous comprenez, d'amener vos selles ou autres à être mélangés. Excusez-moi, hein, c'est très brutal, mais je parle de la réalité du terrain. J'ai connu, parce que j'ai milité avec AIDS, avec ACT UP, et j'ai connu les triangles sur les portes des chambres. Les triangles qui disaient ce patient est infecté, mesure d'isolement, plus. J'ai pas envie demain d'être en EHPAD et d'avoir un triangle sur ma porte de chambre et d'être de nouveau remis en isolement par un manque de connaissances, manque d'informations des soignants qui vont être à l'EHPAD. Parce que les soignants qui sont à l'EHPAD sont des gens qui aujourd'hui, et excusez-moi de parler d'EHPAD, mais on va y aller. Enfin, j'ai pas envie, mais on va y aller, on va vieillir. On est là, on n'est pas mort. Et on va vieillir. Donc c'est EHPAD, c'est soins à domicile, etc. Et les auxiliaires de vie qui n'ont absolument aucune formation, c'est même plus des médecins, c'est pas des infirmières, elles sont sous-payées, sous-traitées, sous-considérées. Elles ont, elles, des images et des représentations à leur corps défendant de notre pathologie qui sont excluantes et qui prônent la peur. Et je pense que... Alors moi non plus, j'ai pas envie d'être un éducateur de santé, fait chier, j'y ai déjà été pendant de nombreuses années et ça m'emmerde prodigieusement de devoir m'expliquer mon VIH, à quoi t'as qu'à te renseigner, t'as qu'à ouvrir des bouquins, il y en a partout. Mais malgré tout, Lucky, je suis obligé d'avoir ce rôle. Et si moi je le fais pas, qui le fait? Certainement pas l'État, AIDS heureusement, mais AIDS c'est pas l'État. Merci de votre témoignage. Merci à toi.
Bonsoir. Bonjour plutôt. Je vais essayer d'être rapide. Je suis Michel Borelli, je suis le président de Vers Marseille sans sida et sans hépatite. On a oublié, mais j'étais aussi directeur de aide à Marseille et au National il y a quelques années. Je suis séropositif depuis une trentaine d'années et tout le monde le sait puisque je suis marié à Bruno Spire qui est dit depuis toujours à tout le monde, donc de manière c'est difficile de passer inaperçu. Bon, on est assez ouvert en termes de groupe, donc ceux qui viennent vers moi, il n'y a pas de problème. En général, ils savent à quoi ils s'exposent. Et c'est pas ça, c'est effectivement ce que vous avez dit, aussi bien Anne, Lucky et les autres, sur le fait que vous n'avez pas affaire à dire et éduquer. Je suis entièrement d'accord. Alors, cette année, nous avons fait une campagne à Marseille, justement, pour parler de ça et dire une personne séropositive sous traitement ne transmet pas le VIH. Alors, autant vous dire que c'est affiché de partout dans la ville de Marseille qui est plus grande que Paris, puisqu'elle contient Paris et Lyon en superficie. Et du coup, c'est très visible, mais le retour, je ne peux pas m'empêcher. Et le retour, c'est que des médecins que je connais bien m'ont téléphoné en disant « Ah, c'est quand même pas très précis ce que tu dis, parce que la charge virale... » Mais je dis « Mais les gens ont posé des questions. » Et si nous, comme association, et aussi aide, mais aussi l'État qui devrait faire ce travail, ne fait pas, effectivement, les gens ne seront pas éduqués. Et je crois que c'est très important de pouvoir faire ça. Et que chaque fois, on n'a pas à dire « Excuse-moi chérie, on va baiser, mais je suis séropo, mais je suis en charge virale indétectable. » Il est parti, il n'a pas fermé la porte à clé, il est parti. Donc je crois que c'est important que toutes les structures, mais aussi tout ce qui peut avoir un peu d'argent, communiquent d'abord là-dessus. D'abord, ça engagera aussi les personnes qui ne connaissent pas leur statut à plus facilement se dépister, parce que le risque de la bombe virologique qu'on connaît depuis 40 ans sera un peu éloigné. Moi, je veux bien prendre les suites. Bonjour à toutes et tous, moi c'est Lucas, je suis militant aide depuis longtemps et je suis séropo depuis 12 ans. C'était juste un petit commentaire sur les formations qu'on fait à aide. Du coup, quand j'ai été contaminé il y a plus de 10 ans, du coup, j'avais un de mes formateurs à aide qui m'avait dit que c'était une bonne chose d'être séropo. Et c'était compliqué, je comprenais vraiment pas les liens. Et il m'a dit « Ah, tu comprendras ». Donc moi, c'était plutôt sur une note positive. Je vais pas parler d'éducation ou quoi que ce soit. Ou peut-être que ça m'a éduqué moi-même, du coup, sur cette bonne chose. Je pense que ça m'a politisé, ça m'a permis d'être plus tolérant, d'accepter l'autre, de rencontrer d'autres gens. Donc je fais le lien avec Aide aussi, qui accueille tous les publics cibles du VIH. Et je pense que j'aurais rencontré beaucoup moins de monde si j'étais restée dans mes variables socio-économiques, familiales. Donc je pars du principe que c'est une bonne chose. Ça reste hyper difficile, je suis content de vous avoir parce que finalement j'ai un peu les mêmes problèmes, hein, donc ça fait du bien de l'entendre aussi, je me sens moins seule. Mais voilà, je vais rester sur cette note positive où finalement j'ai fait plein de trucs, j'ai repris les études, ça m'a accompagné dans plein de choses, j'ai rencontré des gens trop cool. C'est un peu la deuxième famille, donc voilà, bon, je suis très content d'être là et merci encore pour vos témoignages. Bonjour, merci à tous pour vos témoignages. J'ai une question pour Yacine et Lucky. Je suis en haut ici. Bonjour. Moi je suis séronégatif, mais je suis ravi d'être ici. Je le dis pas pour voilà, mais parce que je pense que c'est important aussi qu'il y ait des gens séronégatifs qui s'intéressent à ces sujets-là. Parce que c'est quelque chose que je trouve primordial. Moi j'ai une question à vous poser par rapport aux applis en l'occurrence, mais pas que. Je trouve que la sérophobie elle est hyper présente dans notre communauté. Moi ça me touche énormément parce que je ne la comprends pas cette sérophobie. Et du coup, je voudrais voir avec vous poser la question essentiellement de qu'est-ce qui pour vous pourrait faire changer la donne. Est-ce que déjà c'est moi qui suis psychopathe là-dessus et qui ai l'impression de voir ça, ou est-ce que c'est vrai, vous qui êtes du coup effectivement concerné en premier là-dessus. La deuxième chose, c'est d'après vous, comment on pourrait faire pour que ça change, et comment nous, les personnes séronégatives mais concernées par le sujet, parce qu'on est tous concernés, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça change. Et merci encore à vous. Merci à toi. Je pense que via des témoignages, les gens ont besoin en fait d'exemples, ils ont besoin d'humaniser, d'avoir une personne autour d'eux, ou d'avoir vu une vidéo, d'avoir vu un parcours de vie d'une personne séropositive pour réaliser que en fait tous les clichés, tous les préjugés qu'ils ont autour du VIH sont faux. Après, il y a un travail à faire en amont avec l'éducation à la sexualité, des campagnes qui doivent être plus diffusées. Il faut que l'effort soit individuel et il faut que l'effort soit collectif aussi. Et après, il faut aussi que les gens aient envie de faire preuve d'empathie tout simplement, et de faire preuve d'intelligence émotionnelle et de se mettre un peu dans la peau de la personne qui vont critiquer ou qui vont juger. En fait, on peut participer au changement, mais il faut aussi que la personne derrière fasse ses efforts
comme quelqu'un dans la salle l'a dit, enfin, au final, il suffit simplement de taper VIH sur Google pour aujourd'hui déjà savoir qu'indétectable égale intransmissible, que l'espérance de vie d'une personne séropositive traitée est la même qu'une personne séronégative. Toutes les informations, elles sont là, donc il faut juste que la personne ait envie de s'éduquer un minimum. Et après, moi, j'ai jamais été, quand on me pose des questions avec bienveillance, j'ai jamais été réticent à répondre. Je suis toujours ouvert au dialogue et je suis toujours ouvert à la conversation. Mais après, il y a des façons de dire les choses. Parfois, les gens ils vont m'approcher directement pour me parler immédiatement de mon statut. Et ça, j'ai un peu de mal. Ou parfois, on va me poser des questions un peu intrusives, comme comment est-ce que tu as contracté ton virus, une sorte de curiosité un peu morbide comme ça. Et là, je trouve qu'on dépasse un peu ce qui est toléré, quoi. Et voilà. À moi moi, je pense que ça passe également par un soutien de l'État. Il faut simplement qu'on se rende compte que la sérophobie, au même titre que toute autre discrimination, est une discrimination. Et que, au même titre que le racisme, que la xénophobie, que quel que soit d'autre, c'est une discrimination et ça doit être pénalisé. Parce que le truc, c'est que je pense que les mentalités évoluent, bien évidemment, et que la bonté humaine est sans limite. Mais bizarrement, on vit dans un monde qui nous le prouve. En général, quand elle a le choix, l'humanité ne choisit pas la bonté. Et je pense qu'on a assez essuyé de plâtre, comme on le dit aujourd'hui, ça fait 40 balais. Donc 40 balais d'insultes, de menaces, de vocabulaire dégueulasse, de décline. Rien que ça, c'est quoi cette étymologie, c'est quoi cette sémantique? Qui a inventé ce vocabulaire autour du VIH pour dire clean, comme dire propre et sale quand t'es séropositif? Je pense que c'est tout ça qui est à revoir. Et la réalité, c'est que tant que l'État ne prendra pas le problème par les cornes, on pourrait être tous les plus mignons du monde et éduquer les gens. On est quand même sur Grindr. Enfin, tu vois, c'est comme si on essayait d'éduquer Booba sur Twitter. C'est la même chose. On n'y arriverait pas. Donc, c'est exactement la même chose pour nous. Je pense que l'État doit pénaliser la sérophobie et plus sérieusement. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire parce que parfois il faut contraindre l'humanité à la bonté. Alors au-delà, moi je suis entièrement d'accord, j'allais dire en fait on est beaucoup trop gentil, c'est-à-dire par exemple on n'est pas là pour éduquer, c'est-à-dire aussi c'est intolérable, donc ce qui est intolérable ne doit pas être toléré. Je ne sais pas, je suis mal placée pour dire si l'arsenal réglementaire doit être renforcé ou s'il existe déjà. En revanche, peut-être que nous ne l'utilisons pas, c'est-à-dire quelqu'un qui sur un réseau comme ça a un propos ouvertement sérophobe, il doit être exclu. Et donc on doit, alors j'ai le dénoncer, on doit faire un rapport sur le fait que cette personne a un propos qui n'est pas possible. Et ça c'est dans notre vie de tous les jours qu'on doit le faire, c'est-à-dire c'est pas possible. On signale. Signaler des gens et au final il n'y avait aucune conséquence. Eh bien, et là, vraiment tu vois, vis-à-vis de ça, c'est une action que aide aussi à, je le sais, c'est comment on rapporte au niveau des associations militantes qui ont des actions de lobbying pour que ce genre de réseau social, enfin de réseau de rencontres, modère, enfin plus que modère, exclut des politiques beaucoup plus strictes sur la sérophobie, mais comme sur le reste, je veux dire comme sur toutes les discriminations. Moi je pense que l'arsenal réglementaire, il est là, mais il n'est pas utilisé, et parce que nous aussi, vous voyez, on se dit comment on fait, mais ta gueule quoi, dégage de là quoi, c'est pas possible, on peut pas admettre ça. Il faut que la honte change de camp quoi. Oui c'est ça, c'est terminé. Plus du côté des personnes. Exactement, on est là, mais je vais t'expliquer, c'est pas trop grave, regarde, je suis pas contaminant. Non, dégage de là, t'as rien de là. Voilà. Merci pour ça, c'est génial. Trop longtemps, pour aller aussi dans le sens de l'État, des obligations de l'État. Aujourd'hui, enfin tout au départ,
dans la lutte contre le VIH, on était beaucoup sur des mises en place, les financements étaient très réduits, mais donc en tout cas on soutenait un peu l'associatif, mais très peu. Et puis après on a beaucoup développé la prévention. Et l'État a beaucoup développé la prévention, on a abandonné le soutien à l'accompagnement. Et je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, il faut que l'État les réarme en tout cas les associations, parce qu'elles disparaissent progressivement, les associations de personnes, puisqu'elles n'ont pas de ressources, les ressources disparaissent, pour qu'effectivement on continue d'avoir des espaces safe, où on puisse causer, se mobiliser, s'empowerment, pour pouvoir prendre la parole et rendre en tout cas la parole aux personnes séropositives, la rendre visible. Et je pense que l'État, pour l'instant, il met le gros paquet sur la prévention, et heureusement, parce qu'il y avait de quoi faire, mais il faut aussi en même temps, excusez-moi de faire du macronisme, mais en même temps faire aussi du soutien aux personnes. Parce que là, on a oublié, quand on a fait la prévention, on fait de la prévention contre le VIH, mais parfois on oublie les personnes séropositives. Et je pense que c'est hyper indispensable de renforcer ces espaces safe, accompagner les petites associations et les grosses associations pour que ça soit un enjeu majeur et qu'effectivement c'est la mobilisation des personnes. Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me suis fait remplacer. Est-ce qu'il y a encore des interventions, des questions? Il y en a une là. Le micro arrive. Allô, bonjour Denis. Moi je suis d'accord sur le fait qu'il ne faut pas être trop gentil. J'ai 71 ans. Je suis séropo depuis 38 ans. On me l'a annoncé en août 86 en me disant « Vous allez avoir 2 ans à vivre ». Bon. La personne qui m'a annoncé ça est morte depuis. Bon. J'espère que je vais le rencontrer un jour. Je sais. Et oui, il ne faut pas être trop gentil parce que être gentil, ça m'aurait obligé, par exemple, à ne pas mentir sur des emprunts que j'ai faits pour ma vie professionnelle, qui a bien sûr été perturbée par le fait que je sois séropositif, mais j'ai toujours avancé un peu comme ça. J'ai menti, j'ai eu un prêt pour un achat immobilier, un autre achat immobilier pour ma vie professionnelle, etc., etc. J'ai bien fait de mentir parce que je suis pas mort. Voilà. Alors, bon, c'est vrai que ça a été une action pendant 40 ans, c'est un peu pour ça que je suis là aujourd'hui, et que cette action, ces temps-ci, parce que bon, j'ai 71 ans, je vois qu'il va falloir qu'elle continue, parce qu'en ce moment, je m'aperçois, j'ai cette chance matérielle que je ne vais pas, je pense, être obligé d'aller dans un EHPAD. J'ai des amis qui n'ont pas d'autre solution, et quand je vois qu'à l'heure actuelle, contrairement à d'autres personnes, il faut dire qu'on est PD, déjà. Il faut dire qu'on est séropo, et il faut dire aussi qu'on a envie de baiser. Parce que oui, à 71 ans, on peut toujours avoir envie. Ça étonne plein de gens, mais c'est comme ça. Et je ne vois pas pourquoi, moi, je serais obligé de raconter tout ça en entrant dans un EHPAD. Bon, je pense que ce problème va être abordé cet après-midi dans d'autres... Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, et je crois que c'est la moitié de la population à l'heure actuelle qui a plus de 50 ans, qui est séropo, et ça va être un problème énorme à régler dans les années qui viennent. Je ne sais pas si je verrai, je ne sais pas, je vais peut-être me faire écraser par une trottinette en sortant, mais bon, voilà, depuis 38 ans, je ne suis pas mort. Et alors, il y a quelque chose, mais je ne sais pas comment appeler ça. C'est la sérophobie que je pourrais presque appeler positive. En ce sens que, par exemple, j'ai eu un cancer il y a 14 ans. Et dans ce cas-là, j'ai été reçu comme si j'étais, je sais pas, un roi ou j'en sais rien. Parce que je représentais une espèce d'objet médical qui intéressait le corps médical. Alors j'étais parfaitement suivi, soigné, mais là aussi, c'est quand même de la sérophobie, quoi. D'un seul coup, on devient un truc comme ça. Alors, je m'en suis sorti, bah, tant mieux, hein.
Après, il y a aussi tous ces médecins, chirurgiens esthétiques, qui à une période, moi j'avais l'hypodystrophie très importante, et là il y a eu des essais en lipodystrophie qui coûtaient des fortunes pour les vieilles américaines, qui pour moi étaient gratuits. Alors là, j'avais des copines qui me disaient « Oh, qu'est-ce que t'as comme chance, c'est génial !» Donc j'ai eu ça. Mais c'est toujours de la sérophobie, donc c'est vrai que avec, je pense que ça sera jusqu'à la fin. Comme ça, donc voilà. Merci. Il faut bien qu'on soit privilégié. Merci beaucoup. On est arrivé au terme de l'heure et demie, il est 13h pile, donc on va rester sur toutes ces interventions. Merci beaucoup d'être présent, et je pense que je vais chercher le programme puisque je ne l'ai plus sous les yeux. Ah, c'est bon, pause. Voilà, pause déjeuner. Merci.